Bonjour à tous et bienvenue. On évoque souvent l'omerta dans le milieu du foot et principalement vis-à-vis des joueurs. On évoque aussi les différents moyens de pression qu'il y a, que ce soit sur les joueurs, les entraîneurs ou toute autre personne du milieu footballistique, vous menaçant de ne plus jamais exercer dans ce domaine. Alors, quand certains joueurs internationaux prennent la parole pour dénoncer les méfaits qu'il se passe à travers leur fédération ou leur ministère des Sports, la moindre des choses, c'est de le mettre en avant. C'est ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, où ces derniers jours, plusieurs internationaux ont pris la parole depuis leurs réseaux sociaux afin de dénoncer les mauvaises conditions dont est victime la sélection et poser également le débat sur l'avenir du football congolais. Parce qu'on parle souvent du grand voisin à côté, la République démocratique du Congo, avec la FECOFA qui cristallise un peu toutes les attentions et surtout les critiques au pays, mais on oublie un petit peu de parler de la FECOFOOT, donc la fédération du Congo-Brazzaville, et du sort des Diables Rouges. Parce qu'après une CAN remportée en 1972, on remarque que pour le Congo, ça a été morne pleine. Depuis 2000, seulement 2 qualifications à la CAN. Souvent, ce sont des éliminations assez piteuses. Je ne parle même pas des qualifications à la Coupe du Monde. Et on a vu des sélectionneurs passer, parfois en se demandant quelle mouche avait bien pu piquer la fédération, le ministère des Sports. Récemment, avec le Belge Paul Put, qui avait eu beaucoup de problèmes en Belgique, également en Guinée. Finalement, il a retrouvé un poste au Congo-Brazzaville avec son staff pour des résultats plus que mitigés. Alors l'expérience de Paul Put, elle va s'arrêter à la fin du mois puisque son contrat expire. Il n'était pas payé depuis des mois et des mois sous fond de conflits latents entre le ministère et la fédération. Finalement, le ministère a réglé plusieurs mois de salaire, de peur que l'affaire s'envenime vis-à-vis de la FIFA. Ce qui est certain, c'est que le Congo-Brazzaville, en tout cas, aura un nouveau sélectionneur pour son rendez-vous de juin très important face au Mali. Néanmoins, ça n'enlève pas la crise institutionnelle qui secoue le football là, également toute cette politique. Et quel gâchis! Rappelez-vous, en 2015, Brazzaville s'était paré de ses plus beaux habits pour les Jeux africains, avec notamment ses enceintes sportives rénovées. On pense évidemment au stade Massamba Déba, qui était absolument magnifique, mais il y avait également le complexe de Kintélé, puisque indépendamment du stade de 60 000 places, vous avez 2 terrains en pelouse naturelle, un avec un synthétique nouveau, et également un gymnase indoor, etc. La piscine olympique et tout. Enfin bref, il y avait beaucoup de complexes qui allaient avec la politique de régionalisation des installations sportives voulue par le président Sassou Nguesso, c'est-à-dire que chaque région du Congo était doté, notamment dans le football, d'un stade plus ou moins correct. Alors après, c'était forcément tous utilisés, pas forcément, mais en tout cas, il y a eu des efforts au niveau structurel. C'est simple, quand on parle à beaucoup de gens en Afrique, les Jeux africains de Brazzaville, ça marque un tournant sportif dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, et après l'Afrique du Sud, potentiellement le Congo-Brazza, à ce moment-là, dispose des meilleures installations sportives du continent, du moins sur toute la zone de l'Afrique subsaharienne. Problème, quel a été l'entretien? Aujourd'hui, vous allez dans ce stade Massamba Déba, le synthétique, il est abominable, il y a des trous, ça ne va plus du tout, parce qu'au bout d'un moment, le synthétique, il faut le changer. Je ne parle pas de l'entretien d'autres stades, notamment dans les vestiaires, de certains vols, etc. Et également de certains complexes laissés un peu à l'abandon, comme le stade municipal de Kintélé, alors qu'il n'est pas à Brazzaville même, il est à quelques kilomètres, etc. Et c'est vrai que des fois, on n'ose pas organiser un peu les déplacements et tout, mais Kintélé, c'est quand même un stade exceptionnel. À l'époque, tu as des billards, peut-être qui se fait mieux en termes de pelouse, avec 2 terrains naturels. Et en plus, on est en Afrique centrale quand même, je veux dire, il y a quand même l'humidité, ça pleut, etc. Donc tu peux en plus, vis-à-vis de l'air, plus un synthétique. Aujourd'hui, quel est l'état? Le synthétique également à Kintélé, il y a un autre problème. Et donc, ce manque d'entretien, c'est ce que dénoncent notamment des joueurs qui demandent pourquoi on n'utilise pas davantage le stade de Kintélé. Alors, il y a quelques croyances expliquant que peut-être le stade porterait donc malchance aux Diables Rouges, etc. Et aussi, il y a des problèmes d'organisation, parce que c'est pas directement à Brazzaville, c'est un petit peu plus loin, donc il faut organiser tout ça. Mais comme le disent les joueurs, pourquoi pas ramener des minibus? Enfin, je veux dire, c'est largement possible de faire quelque chose. Et surtout, on ne peut plus jouer au stade Massamba Déba où il y a des trous. Je vais le répéter, il y a des trous au niveau de la pelouse. Le synthétique, il est abominable. Il augmente évidemment le risque de blessure. C'est que quand le Congo joue à domicile, tu ne peux pas construire. C'est pour ça qu'une fois le Sénégalais, j'étais venu. Ils ont galéré pendant un moment, parce que comment tu peux jouer au ballon dans des conditions pareilles? On peut également se poser des questions sur la FECOFOOT et la fédération, qui reçoit quand même de généreuses donations de la FIFA. Alors il y a eu une rénovation d'un centre technique, c'est une réalité en province, il y a également une rénovation des locaux, mais quid des pelouses, notamment de la pelouse de ton équipe nationale. Et là, quand on parle évidemment de la politique générale du football au Congo, c'est l'idée de dire que l'équipe première doit briller, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis un petit moment, et ce qui a justement mis le feu aux poudres, et justement d'où c'est communiqué, c'est que le ministère a attendu donc la fin de la dernière trêve internationale pour annoncer que les Diables Rouges ne toucheraient plus de primes de participation. Parce que donc à chaque fois qu'ils venaient, indépendamment donc des potentielles primes de victoire, il y avait une prime de participation, qui était quand même assez importante au niveau de l'Afrique centrale. Il n'y a que le Gabon. Le Gabon, c'est encore plus, ce qu'on donne notamment dans l'âge d'or, donc quand il y avait toute l'organisation des CAN et tout, là c'était des sommes absolument délirantes. Mais c'était quand même plutôt correct. Enfin, c'était pas non plus pour certains joueurs en Europe, c'était pas. Mais notamment pour les joueurs locaux, c'était très important. Donc là, on a enlevé cette prime-là en citant que l'équipe ne gagne pas vraiment et tout, que donc maintenant il n'y aurait plus que les primes de victoire. Alors beaucoup, en fait, on a fait passer ça en disant mais les joueurs sont avides d'argent, etc. et tout.
Que certains le soient, bien évidemment. Néanmoins, quand tu vois les carrières de certains en Europe, ils n'ont pas besoin de la prime de participation à Brazza pour devenir riches, loin de là. Et en fait, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que depuis des années, en fait, les joueurs se plaignent d'un cadre qui n'est pas vraiment professionnel. Alors, il y a eu quand même des améliorations, hein, notamment en termes de voyage, parce que les anciennes générations, c'était les correspondances, les vols absolument horribles, les hôtels miteux. Ça a quand même été amélioré. Alors, c'est pas toujours le top du top, mais globalement, ça s'est amélioré. Le problème, c'est que souvent, les mecs arrivent au compte-gouttes, parce que souvent, on réserve des vols quand même. Le vrai problème, c'est même pas quand l'équipe, elle vole ensuite, parce que maintenant, t'as des courriers spécialement affrétés, donc courriers affrétés. C'est pour arriver, parce qu'on les réserve des trucs en écho, allez tu fais un Paris-Brazza, etc. Ensuite on te demande 2-3 jours après tu dois jouer. Donc il n'y a pas un énorme professionnalisme là-dessus, mais en fait il y a beaucoup de manquements, principalement vis-à-vis du staff. Il faut voir les derniers sélectionneurs qu'ont eu les Diables Rouges, c'est assez incompréhensible, surtout Paul Put, et là c'est une incompréhension avec les joueurs depuis très longtemps. Il y a ce match au Mali, 4-0 à la mi-temps, où la tactique c'est que le latéral du Congo doit prendre le latéral malien, les ailiers défendent pas, et s'il y a un trou, c'est le milieu qui va compenser. Alors là, tactiquement, je vous laisse faire vos choix. Alors, ça aurait dû surprendre les Maliens. 4-0 à la mi-temps pour le Mali. Après, on a changé de manière classique. Donc, il y avait beaucoup de tensions, des joueurs qui ne comprenaient pas le message du staff. Dans le même temps, vous avez le team manager, un ancien international congolais, Francis Ganga, qui a eu d'énormes soucis. Ça en est quasiment venu aux mains avec certains joueurs, notamment lors d'un stage l'an passé en Turquie. Sachant que Nganga remplaçait ce qu'à l'époque on appelait comme le responsable de la cellule de détection, notamment pour les binationaux, quelqu'un qui était vraiment aimé par les joueurs, un ancien qui s'appelle Salomon Bambedze, si je ne dis pas de bêtises, alors que t'as du talent, que ça soit à Brazzaville, et on le voit avec les quelques clubs. Alors certes, ils n'ont pas les moyens peut-être de certains clubs de RDC, mais tu as quand même des clubs intéressants, je veux dire à Brazzaville. Là tu as le nouveau champion depuis quelques années, l'AS Auto, qui est d'ailleurs entraîné par Julien Met, l'ancien entraîneur de Djibouti, qui fait une saison absolument remarquable. Vous aviez quand même vous avez Diable Noir, qui reste un club un peu historique, et avant vous avez l'AC Léopard de Dolicy, donc qui n'était pas un club de Brazzaville. Vous avez quand même des clubs, alors certes ils passent pas souvent beaucoup de tours dans les Coupes d'Afrique, mais tu as quand même des clubs avec un actionnariat un petit peu solide et tout, et tu as quand même des talents. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre en avant ces talents-là? Parce que si l'équipe nationale A, déjà il y a des problèmes, vous imaginez en bas. On avait vu cet épisode où justement, dès qu'il y avait une retour de compétition, on reprenait tous les habits et les équipements des jeunes. La fédération exigeait cela. Parce qu'il y a un problème avec le contrat avec Macron, alors que les maillots sont très bien souvent, sauf qu'il n'y a pas assez de jeux de maillots, donc en fait les joueurs ils ont qu'un maillot, mais si admettons il y a un problème où il est trouvé, tu sais pas quoi faire. Et en fait c'est l'improvisation générale et surtout la passivité. T'as des problèmes depuis très longtemps avec le sélectionneur, bon bah on laisse faire, on espère que ça marche. T'as des problèmes avec l'équipementier, bon, on espère que ça marche un jour. Et là, tu as eu pire. Tu as eu les dernières élections qui ont été contestées. Il y a une procédure actuellement au tribunal arbitral du sport faite par quelqu'un de Congolais qui a été épaulé justement par un cabinet sénégalais qui travaille notamment dans ces niveaux-là, qui ont avancé les fonds et tout. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que la FECOFOOT n'a pas mis sa défense à temps au niveau du TAS. Donc potentiellement, début mai, les dernières élections pourraient être invalidées, notamment du fait que la FECOFOOT n'a pas réussi à présenter une défense à temps. Et c'est cette expression de n'importe quoi général, d'improvisation permanente, où évidemment les critiques vont cibler le président Mayolas, mais à défaut de Mayolas, même s'il y aura des choses à dire, j'aimerais parler de toute l'équipe dirigeante autour. On pourrait parler notamment du responsable du TMS. Alors le TMS est très important, c'est le certificat international de transfert, où on se rend compte que bien souvent, la propre fédération congolaise va spoiler les petits clubs congolais sur les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité. Je m'explique simplement. Vous êtes un club congolais, vous avez formé un joueur. Ce joueur-là va un jour devenir professionnel. Il y a donc, selon le règlement FIFA, des indemnités de formation prévues et ensuite, s'il a un autre transfert, il y a 5% qui va revenir au club formateur selon le mécanisme de solidarité. Et en fait, tout ça dépend du passeport sportif du joueur qui explique toutes les années et selon le nombre d'années qu'il a passé dans votre club, au prorata, vous êtes rémunéré de telle manière. Le problème, c'est que souvent la fédération va mentir sur les passeports sportifs, mettre un autre club, etc., ou réclamer un peu d'argent, et donc spoiler les petits clubs congolais. Honnêtement, parce que j'ai récupéré pas mal de dossiers, on parle de centaines et de centaines de milliers d'euros. C'est une somme absolument colossale, et il y a toujours un petit peu des entourloupes avec d'autres agents européens, etc., des gens un peu de la politique qui s'en mêlent, enfin c'est un méli-mélo, c'est une chienlit absolument incroyable, dont les premières victimes sont souvent des joueurs et des familles congolaises parce qu'on va mettre des grosses pressions là-dessus, et également les petits clubs congolais, ceux-là même qui vont réussir à former des joueurs qui ensuite vont aller dans des meilleurs clubs congolais et qui potentiellement un jour vont s'exporter sur le continent et pourquoi pas en Europe et améliorer la situation des Diables Rouges. Donc quand tu vois un petit peu ce méli-mélo là, tu te poses des questions. Ça rappelle également les pages, que ce soit Facebook ou les d'autres médias du Congo-Brazzaville qui publient malgré les menaces, et je tiens à leur rendre un grand hommage parce qu'il y a Ndombema, il y a Loparfoot, il y a plein de pages là-dessus, je mets un peu tous les liens,
où les gens ils prennent des risques, ils sont menacés, donc un énorme bravo à eux, un énorme courage. Quand Ndombe Mack sort justement l'histoire du chantage sexuel dans l'arbitrage congolais, où notamment les femmes, on te fait comprendre que si tu ne couches pas, tu n'auras pas de promotion, il n'y a pas de réaction de la CAF, il n'y a rien, mais ça veut dire quoi? Aucune réaction également au niveau du pays? On rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en RDC, l'énorme scandale de pédocriminalité que j'ai révélé sur Sport News Africa, qui là va conduire bientôt à la mise d'un comité de normalisation, avant la fin du mois normalement, en République démocratique du Congo. On se rappelle qu'après ce dossier d'abus, la FECOFOOT avait fait publier une circulaire disant que voilà, s'il y avait des dossiers d'abus, etc. également à Brazzaville, il fallait les en informer et tout ça. Alors, je sais qu'il y a quelques dossiers d'abus sur mineurs dans le football également à Brazzaville, parce que malheureusement c'est de partout. Hein. D'ailleurs, j'annonce un autre énorme dossier en France qui arrive bientôt, on travaille dessus, mais quand tu regardes tout ça, que tu vois les problèmes déjà, ce qui va se passer au TAS dans quelques semaines, vis-à-vis de l'équipe nationale, vis-à-vis des structures, ce manque de politique, alors qu'il y a eu des bonnes idées également chez Mayolas, hein. L'idée de désengorger un peu Brazzaville, de faire des centres techniques régionaux, les réformer, qui allaient de pair avec la politique générale du pays. Donc quand tu vois quand même tout le potentiel et le conflit latent entre le ministre des Sports, qui est un des gendres du président Sassou Nguesso, et le président de la fédération Mayolas, que les deux ne peuvent pas se voir, etc., et ben tu te dis, aujourd'hui on est dans des duels d'ego, de magouille, parce que je vais très clairement le dire, on a spoilé les petits clubs congolais, mais pareil, les joueurs locaux ne sont pas respectés. C'est d'ailleurs ce que dit Bifouma, qui est quand même, on va dire, une des figures de la sélection des Diables Rouges depuis maintenant une dizaine d'années, qui a expliqué que le traitement des joueurs locaux, il y avait un problème. Si admettons un joueur qui joue en Europe, on va lui donner tant, et ben un joueur local, on va lui donner moins. Et certains coachs vont essayer de le racketter aussi. Je ne vais pas parler des trafics d'âge et trafics d'identité chez les jeunes, parce que malheureusement cette fédération continue à faire comme à l'époque. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, mais c'est normal que la situation explose et qu'aujourd'hui les joueurs qu'on essaye de faire passer pour des mecs avides d'argent, etc., alors que honnêtement, souvent ils viennent pour quasiment que des défaites, il y a énormément de désagréments, et quand les mecs repartent, vu que, excusez-moi, des fois on se fout de leur gueule parce qu'on leur propose aucun projet, que le staff ça n'allait absolument pas, et que certains les prennent vraiment de haut alors qu'ils n'ont même pas fait de carrière, t'as l'impression que tu parles, je sais pas, Maldini ou que sais-je encore, les mecs quand ils rentrent, des fois ils sont dégoûtés parce qu'il y en a beaucoup, ils ont envie d'aider le pays. Bien évidemment, chez certains joueurs qui ne sont pas venus pour le Congo, certains avaient essayé de monnayer la place. C'est une réalité. La famille avait dit « mon fils y viendra si tu me donnes tant ». Et ça existe dans certains pays, évidemment qu'il faut le dénoncer, et certains viennent pas en sélection pour l'amour du pays, ils viennent parce que c'est un troisième choix, ils se disent pour la carrière, etc. Mais t'en as plein dans cette équipe qui sont des bons gars. Et le fait qu'ils prennent la parole comme ça, qu'ils prennent le risque même de plus venir en sélection, parce qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et souvent on dit « ah les joueurs, ils pensent… » Non, là, ils pensent collectif, ils pensent surtout aux futures générations. Donc non seulement il faut le mettre en avant, mais il va falloir se poser une question de est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadavres dans les placards de la FECOFOOT et du ministère à ce niveau? Et au bout d'un moment, est-ce qu'on va siffler la fin de la récréation, que ce soit sur le dossier de l'arbitrage, un petit peu des abus, au niveau des primes, au niveau des magouilles, au niveau de la spoliation des clubs, et surtout, après avoir fait tant d'investissements, est-ce que c'est normal de voir tout tomber en décrépitude quand il y a, je ne vais pas dire que c'est un géant endormi non plus, ça reste un petit pays, mais quand tu as mis autant d'argent, que tu as quand même un potentiel et que tu as surtout une véritable ferveur et des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est revibrer, peut-être pas comme en 72 avec un titre, mais au minimum comme certaines autres heures dorées des Diables Rouges pour faire honneur à une nation qui n'attend qu'une seule chose, c'est un retour à la CAN et peut-être un jour à la Coupe du Monde. Keep the faith et bonne chance aux Diables Rouges.